Bienvenue dans cette troisième saison du podcast Récits ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Je te souhaite à nouveau la bienvenue et je te remercie pour ta confiance de venir partager cette magnifique aventure qui a été la naissance de ce petit chou. C'est trop bien. C'est important de partager, je trouve. Il nous manque un village, en fait, de femmes. Et je trouve que partager son expérience, on arrive à le recréer un peu avec Internet, en fait. C'est cool. Est-ce que tu serais OK de te présenter avec tes mots, avec ce qui te semble juste? Ok, ça marche. Alors moi, je suis Eugénie, j'ai 33 ans, bientôt 34, au mois de mai, là, ça arrive. Et alors, du coup, j'ai un garçon de 7 ans et demi et un bébé de 8 mois, avec deux accouchements totalement différents qui n'ont absolument rien à voir, donc je vais raconter ici. Et puis, au niveau professionnel, j'ai été prof des écoles pendant une dizaine d'années, jusqu'à quitter le navire parce que, bon, l'éducation nationale, c'est très compliqué. On va pas se lancer dans un débat sur les systèmes, mais bon, voilà, c'est un système. Hein. Et maintenant, je travaille chez moi en freelance avec ma sœur, et donc je fais du copywriting, donc c'est de la rédaction pour les sites internet. Du coup, voilà, sur les sites internet, les réseaux et tout. Donc, c'est juste les textes, c'est les visuels et tout ça. Moi, je suis pas du tout trop visuel. Voilà. Même si j'essaye sur mon compte Insta, mais bon. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ce que j'aime beaucoup faire, je crois que je l'avais jamais dit, mais ce que j'aime beaucoup faire, c'est demander aux invités comment elles souhaitent choisir le terme pour nommer, on va dire, le récit d'enfantement. Et donc, au final, ce qui t'avait été juste, c'était accouchement libre et autonome. Ouais, c'est ça. Bon, il y en a qui appellent ça accouchement non assisté, mais bon, je trouve ça un peu bête parce qu'au final, j'ai été assistée quand même de mon mari, puis j'avais une super doula qui était là, donc même si c'est pas assisté médicalement, enfin, j'étais pas seule, donc je trouve ça un peu idiot d'appeler ça accouchement non assisté. Accouchement libre et autonome, c'est bien.
Mais je trouve ça très intéressant parce que vraiment, il y a de tout. Il y a accouchement libre et autonome, il y a enfantement libre et autonome, il y a enfantement assisté, enfantement non assisté. Enfin, et je trouve ça très chouette. Alors, pour le coup, c'est vrai que les acronymes sont tous différents, mais j'aime bien ça. Ça montre la pluralité des visions et du champ des possibles. Ouais, bah oui, oui, non, mais après, bon, c'est vrai que chacun le nomme comme il veut, ça reste un accouchement sans personnel soignant, médical, etc. Voilà. Est-ce que tu serais d'accord qu'on remonte un peu le temps et qu'on plonge dans qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé à ce choix-là, à vivre cette aventure-là? Ouais, bah, il faut remonter un petit peu loin parce que ça remonte à en fait mon premier accouchement du coup. Et donc il y a 7 ans et demi quand même, c'est dingue, j'arrive pas à y croire. Ils grandissent vite, hein, donc c'est tout, hein, c'est comme ça. Mais ouais, donc ça remonte à mon premier accouchement où vraiment je ne savais rien du tout. J'étais hyper informée sur les poussettes, les sièges auto et tous les trucs vraiment à côté de la naissance. J'avais un suivi tout à fait classique en hôpital. Bon, voilà, bon, vraiment le suivi d'accouchement, mais totalement, enfin le suivi de grossesse un accouchement totalement, mais basique de ce qu'on entend tout le temps, quoi. Je savais même pas que c'était possible d'accoucher à domicile, je savais même pas que c'était autorisé. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais me pointer à l'hôpital, ils vont m'aider, voilà, cool, quoi. Enfin, je m'étais vraiment pas du tout informée, c'était incroyable. Bref. Ah non, mais maintenant, quand j'y repense, je me suis dit, mais t'es folle, quoi. J'étais tarée. Mais bon, c'est tout, hein. C'est comme ça, on fait des erreurs de jeunesse. Mais voilà. Et du coup, sans surprise, enfin, j'ai eu une grossesse qui s'est très très bien passée, pas de pathologie, rien du tout, une grossesse parfaite, limite, hein, vraiment super. Donc, je suis arrivée pour accoucher et sans surprise, j'ai eu toutes les interventions qui pouvaient exister, sauf la césarienne en fait. Voilà, j'ai évidemment tout expérimenté. Donc, en fait, mon bébé était gros, selon eux. Donc, ils ont dit, bon, maintenant, il est un peu gros, faut faire la péridurale. Donc, bon, évidemment, quand c'est le premier et que tu as un peu peur, tu les écoutes forcément. Donc, s'en est en suivi une vraie cascade d'interventions, le Synto, la poussée dirigée sur le dos. Puis bon, bah évidemment, ça n'allait pas, donc les forceps, l'épisio, sans me le dire. Donc, c'était trop bien, c'était super. Une hémorragie, évidemment, après, parce que voilà, quand on accouche comme ça, c'est généralement le problème. Et puis en plus, pour cette péridurale que je voulais pas forcément, j'ai eu après une brèche de Durmer. Donc ça, c'est vraiment c'est l'effet qui te présente comme les maux de tête, des légers maux de tête. Voilà. Des légers maux de tête, ouais, non. Alors, c'est pas des légers maux de tête. C'est une batte de baseball qui t'écrase le crâne. C'est vomir en faisant un pas par terre. Enfin, c'est vraiment une horreur. Et ce qu'ils te disent pas, c'est qu'après, tu dois refaire une intervention au bloc opératoire, etc., pour donc réparer leurs bêtises. Parce que la brèche de Durmer, c'est quand ils te piquent trop loin et qu'ils vont dans la Durmer et que tu as une fuite de liquide céphalorachidien. Voilà. Et c'est vraiment très, très dur. Et du coup, bah, suite à ça, j'étais forcément très traumatisée. Je suis rentrée chez moi en marchant comme une petite mamie et ne pouvant pas m'occuper de mon bébé correctement. Enfin, voilà, évidemment, c'était horrible. J'ai mis 3 ans à me remettre physiquement quand même parce que bon après j'avais mal au dos, j'avais mal à la tête, j'avais des névralgies, j'avais des tas de trucs. Et puis en plus bon tu vas voir 10 000 médecins et ils te disent non non mais ça n'a rien à voir avec ce que vous avez eu, hein. C'est juste que vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous avez une dépression postpartum. Non j'ai pas de dépression postpartum, en fait j'ai mal donc c'est pour ça que je suis pas bien. Mais ouais voilà c'est super. Donc aucune aide pour des choses qu'ils avaient donc causées. Du coup, je voulais plus d'enfants. Et puis après, je me suis quand même demandé qu'est-ce qui s'est passé pour que ma grossesse si parfaite, qui se passait si bien, ait résulté en cet accouchement si horrible. Voilà. Donc en fait, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose qui colle pas, quoi.
il y a quelque chose, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Enfin, c'est à un moment donné, il faut se le dire, je sentais bien que ça, il y avait deux fils qui se connectaient pas, quoi. Il y avait une grossesse nickel parfaite et un accouchement catastrophique. Donc je me suis dit, mais attends, mais c'est quand même pas possible, c'est dingue ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devenue une zinzin de la naissance. Je me suis informée comme une malade, mais limite trop, quoi. Enfin, c'était une obsession totale. Enfin, je sais pas si on peut être trop, mais oui, enfin, là, c'était quand même. J'ai épluché tout, quoi. J'ai demandé mon dossier médical à l'hôpital, je l'ai épluché. J'ai, du coup, mis en contrebalance les trucs qui m'ont fait, les effets secondaires des trucs qui m'ont fait, qu'est-ce que ça aurait fait s'il m'avait pas fait ça et tout. Enfin, c'était vraiment. Voilà, j'ai épluché mon accouchement jusqu'à l'obsession. J'ai épluché toutes les situations jusqu'à l'obsession. Et évidemment, ben, donc je suis bilingue aussi anglais, donc j'ai pu avoir accès à des ressources immenses parce que, enfin, il y a beaucoup de ressources en anglais. Et du coup, ben, quand on épluche comme ça, on arrive sur l'enfantement non assisté quand même. À un moment donné, on y arrive direct. Parce que on voit que bah, toutes les recherches pointent sur le fait que bah quand c'est quand l'enfantement est non dérangé, il fonctionne en fait. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, bah, je suis tombée de ma chaise. Je me suis dit, ah ouais, il y a quand même des femmes qui enfantent chez elles, mais sans personne, quoi. Et là, mais c'était une espèce de révélation. Je me suis dit, oh, je vais faire ça. Voilà, direct, j'avais tu vois, j'ai eu un espèce d'instinct, je vais faire ça. Je dis pas que j'ai pas eu super peur pendant toute ma grossesse, parce que c'est un truc de ouf de passer d'un enfantement complètement médicalisé avec péridurale. Donc j'ai quand même rien senti, quoi. Au début, j'ai senti des contractions qui me faisaient hyper mal parce que j'étais dans un contexte horrible, mais très vite j'ai eu la péridurale, donc j'ai rien senti. Et du coup, c'est quand même un pas énorme de se dire ouais, je vais passer de ça à je vais accoucher chez moi, mais sans personne parce que je sais que c'est ça le mieux. C'est un truc de ouf. Je voulais pas de sage-femme, hein, vraiment. Hein. Donc j'ai essayé de chercher, j'ai essayé de voir. De toute façon, dans ma région, il n'y en avait pas. Donc voilà. Et puis comme je voulais pas faire tous les tests et les machins aussi, je voulais choisir. Donc je me suis dit on va m'embêter pour l'accouchement à domicile assisté quoi. Du coup voilà. Du coup, bah, je me suis retrouvée enceinte parce que ça, j'ai pas de problème, on n'a pas de souci pour avoir des bébés. Et, et puis, ben, après, la grossesse n'a pas été forcément très simple. Au début, j'ai été un petit peu voir une sage-femme, voilà, parce que je me suis dit, bon, je voulais quand même un petit suivi, un petit truc. Et puis, bah, au final, ça m'a pas été du tout, parce que j'avais des spécificités, voilà, sur cette grossesse, qui étaient un petit peu différentes de la norme. Je sais pas si tu veux que je parle de ça tout de suite, mais voilà, enfin c'est mon cheminement, enfin, en tout cas mon cheminement par rapport à l'accouchement non assisté, voilà, c'était ça, ça partait du premier en fait, voilà. Oui, mais j'aime bien quand on suit son fil. Donc, s'il y a quelque chose qui vient, là, c'est que c'est vraiment juste. Du coup, voilà, donc il s'est trouvé que à l'échographie, on a vu que c'était une grossesse gémellaire avec un jumeau donc qui n'a pas survécu, enfin, la perte a été estimée à 2 mois et demi de grossesse environ. Donc j'ai eu 2 mois et demi de grossesse très dur avec des nausées horribles, vraiment un début de grossesse affreux où en fait je m'attendais pas du tout à ça parce qu'avec mon premier j'avais presque rien eu et bon bah l'explication que c'était des jumeaux oui ça fait 2 fois les hormones 2 fois tout donc oui c'était plutôt logique et donc du coup j'ai eu ça donc bon on m'a dit à l'écho un truc genre ah oui ah bah il y a deux bébés ah bah il y en a un qui est plus viable ah, super bon génial c'est donc déjà la première confrontation avec le système médical m'a laissé bon, voilà quoi. Et puis ensuite, j'ai un peu continué du coup suivi. J'ai fait la prise de sang pour la trisomie, etc. Enfin, il y avait un espace, j'ai eu un taux horrifiant parce que évidemment l'ADN du jumeau était encore présent. Donc en fait, on n'aurait jamais dû me prescrire cette prise de sang. On aurait dû me prescrire directement celle qui était pour les grossesses gémellaires. Donc en fait, tout le monde s'est alerté pour rien.
du coup, j'ai fait une autre prise de sang qui s'appelle le DPNI. Finalement, il n'y avait rien. Enfin, je m'en doutais, du coup, voilà. Mais cette expérience terriblement malheureuse m'a fait dire que non, mais en fait, le suivi médical, voilà quoi. En plus, à la deuxième écho, donc après, j'ai quand même fait la deuxième écho, l'écho morphologique, pour du coup, je sais pas, ouais, c'était vraiment la dernière que je voulais faire. Je me sentais un peu obligée, mais en même temps, ça rassurait mon mari. Bref, voilà. Donc, c'était un petit peu un compromis. Et à cet écho, on a commencé à me dire qu'il y avait trop de liquide, que ça allait être très dangereux, que vu que c'était une grossesse gémellaire à la base, il fallait que je me fasse suivre de très près et que, enfin, voilà. Et en plus, j'ai pris genre 25 kilos pour cette grossesse, donc ils m'ont saoulée pour faire le test du diabète parce que voilà. Et puis bébé estimé à terme énorme, évidemment, une estimation genre 4,3 kg ou 4,5 kg, je sais plus, enfin un truc vraiment genre oui, non mais votre bébé est macrodome, machin, gna gna. Bref, voilà. Moi, évidemment, heureusement, comme j'étais très informée, je me suis dit non mais voilà, non en fait, non. Non, 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 c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et donc après la deuxième écho, bah j'ai tout lâché en fait. Donc j'ai continué ma grossesse en vraiment moi-même, en conscience. Alors j'avais aussi une super doula qui nous a accompagnés pendant cette période, donc c'était chouette. Je pouvais m'adresser à elle avec des questions, des choses comme ça et tout. Donc c'était super. Ça c'était une belle rencontre avec cette personne qui est maintenant repartie dans son pays à l'étranger, donc elle n'est plus en France, mais voilà. C'était une super belle rencontre et puis elle m'a bien apaisée. Mais c'est vrai que bon, c'est pas facile à 6 mois de tout lâcher, à 6 mois de grossesse de tout lâcher et de se dire bon, on va se faire confiance. Enfin, faut pas dire qu'on peut pas faire un accouchement libre si on n'a pas peur. C'est pas vrai. Souvent, on voit des posts qui disent ouais, non, mais faut se débarrasser de vos peurs, de vos machins. Non, enfin, je suis désolée, j'ai eu peur tout le temps. Au bout d'un moment, faut arrêter de mentir aux femmes. On n'a pas besoin de se libérer de toutes nos peurs. On n'a pas besoin d'être super en confiance. J'avais aucune confiance. Je me suis dit, mon Dieu, ça va être horrible. Je vais avoir trop mal. Je vais aller à l'hôpital comme une grosse débile à la première contraction venue, quoi. Donc, en fait, voilà, j'avais peur que je meure, que tout le monde meure, que je me vide de bon sang chez moi, enfin tout, n'importe quoi. Bon, je précise que j'habitais à 5 minutes de l'hôpital, donc ça rassurait aussi. Je me suis dit, bon, de toute façon, si j'ai un problème, j'y vais. Et c'est la beauté de l'enfantement libre et autonome aussi, c'est que bah, on peut toujours y aller en fait. Et ça, c'est chouette. Du coup, donc à 6 mois, j'ai arrêté tout suivi, donc je n'étais pas inscrite dans un hôpital. Je partais du principe que s'il y a une urgence, eh ben c'est comme si on se cachait une jambe. À un moment donné, on s'inscrit pas à l'hôpital chaque fois qu'on descend ces escaliers, quoi. Donc si ils me prendront en charge, et puis de toute façon, si j'y vais, c'est qu'il y a une vraie urgence, c'est que j'aurai besoin d'une césarienne ou autre intervention. Bon, voilà. Donc je me suis pas embêtée avec ça. Par contre, c'était une sacrée épreuve psychologique parce que il faut se faire confiance, il faut faire confiance à son bébé et en plus j'ai un bébé qui avait beaucoup de place, donc qui était en siège quasiment tout le 9e mois, avec des petits passages en transverse où je le montais en mode claque. Donc là, faut sacrément quand même se faire confiance. J'ai eu peur évidemment tout le temps parce que voilà, mais bah, j'ai choisi de faire confiance, de me mettre pas mal à quatre pattes pour essayer de lui dire vas-y, retourne-toi. Je n'ai aucune idée de quand il s'est retourné, mais il est bien né tête en bas. Voilà. Donc, faut faire confiance à son bébé. Et à partir du moment où j'étais énorme et où de toute façon on m'a dit que j'avais beaucoup de liquide, je me suis dit bon, il doit avoir une piscine là-dedans, ça va le faire. Il va pouvoir se tourner tranquille. Voilà, donc du coup, et ben après, on arrive à mon récit d'accouchement en fait. Donc, je sais pas si c'est dans ton ordre mais comme tu veux. Euh,
J'avais une question, si c'est OK pour toi. Si bien sûr c'est quelque chose avec lequel tu n'as pas envie de partager, n'hésite pas à me le dire vraiment. C'est vraiment libre, il n'y a aucune obligation. Je voulais savoir comment tu avais accompagné ce premier jumeau qui était décédé. C'est une bonne question. En fait, dans ces cas-là, déjà, on n'a pas d'accompagnement au niveau médical, il faut quand même le dire. Donc, j'ai pas accompagné grand-chose. Bon, voilà, j'ai pleuré, je me suis. Enfin, mais en fait, j'ai pas eu de signe physique. On n'a pas de signe physique dans ces cas-là. Donc, c'est pas comme une fausse couche où on le perd. En fait, j'ai lu que pour la survie donc du deuxième bébé, en fait, le jumeau finit par être absorbé par le placenta, la poche, etc. Donc, au final, il n'y a pas de signe physique, donc c'est un peu dur. Et puis, en plus, enfin, moi, je l'ai pas trop dit parce que dès que je le disais, t'as les commentaires des gens en mode ah non, mais les jumeaux c'est galère, ah, bah, c'est mieux comme ça, etc. Donc, on a l'impression qu'on n'est pas trop autorisé à faire son deuil parce que bah il en reste un. Les médecins aussi te le disent. Hein. Ouais, il en reste un, madame. C'est pas grave. Pas trop. Donc, mais après voilà, je l'ai pris comme la vie. C'est tout, c'est comme ça. Il s'est passé ça et puis voilà. Je me disais voilà, il y a un petit jumeau qui nous protège aussi. C'était important de se le dire, mais voilà, je l'ai pas pris. C'était pas mon monde qui s'effondrait, c'était pas non plus la grosse catastrophe, etc. Je l'ai vraiment pris comme bah voilà, c'est la vie, c'est une petite âme qui nous fait un petit coucou rapide et puis voilà, c'est comme ça. C'est voilà, je l'ai pas non, c'était pas vraiment c'était très triste évidemment mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est moi je suis comme ça, je me dis que voilà, si il y a une raison sûrement pour laquelle il est venu, il est parti, c'est comme ça. Ben, merci pour ce partage. Je te rejoins dans le fait qu'il y a des âmes qui font juste des allers-retours extrêmement rapides. Et c'est quelque chose, on va dire, qui me soutient voilà, dans ma croyance. Mais C'est... oui, j'ai discuté avec une maman là juste avant de venir en live là, qui a vécu la même chose avec un jumeau qu'on appelle évanescent quoi. Je sais pas pourquoi ce terme, c'est complètement débile en fait. Enfin, c'est un enfant qui est décédé quoi. S'il est pas évanescent, c'est complètement con. Enfin, voilà, c'est ça, je déteste ce terme. Et puis bah cette maman me disait que bah, elle non plus, elle n'avait pas été accompagnée, que c'était très difficile et qu'elle l'avait vécu d'une façon traumatique, etc. Parce que elle aussi, elle avait eu des résultats pour la prise de sang de la trisomie très, enfin, vraiment très bas, enfin, avec un taux très problématique. Donc voilà, c'est vraiment très stressant quand on a ce genre de problème parce qu'au final, je suis pas sûre que le corps médical soit équipé pour accompagner ou alors ils n'ont pas le Ouais, temps aussi. Voilà. ça c'est une des grosses difficultés. Donc, tu as autour de toi une super doula. C'est Paris aussi, il faut le dire, hein, parce que moi, je suis hyper, enfin, je milite pour ça, pour la place quand même des papas et des hommes dans l'accouchement. Je sais que traditionnellement parlant, à l'époque, ils étaient complètement évincés. Mais je pense qu'on va pas reproduire, enfin, on reproduit pas, en fait, ce qui a été à l'époque. Maintenant, l'accouchement, c'est plus qu'une histoire de femme. En fait, c'est une histoire de couple. Et c'est hyper important que, bah, au final, euh, les hommes soient comme ça en confiance dans notre corps, dans ce qu'on est capable de faire, enfin en fait, je pense que ça réduirait énormément les divorces, les violences, etc. D'avoir des hommes qui réceptionnent leur bébé comme ça au pied de leur femme, c'est incroyable quoi. C'est hyper fort même pour eux quoi. Et lui, bah voilà, je lui dis un grand bravo parce que bon, il m'a fait confiance. C'est vrai qu'il était quand même content qu'il y ait aussi notre doula qui soit là parce que bon, il y avait notre aîné était quand même présent, donc il s'est dit voilà s'il y a l'aîné qui me demande quelque chose, après je pourrais pas être totalement là, etc. Mais en fait, il a été vraiment très super.
Et il s'est informé, il a fait sa part. Il était pas pour au début, hein. Il avait peur. Mais c'est vrai que c'est top d'avoir des hommes qui font aussi ce chemin-là et c'est hyper important. Et moi, j'ai 2 garçons et c'est important aussi que les garçons, ils voient aussi les naissances parce qu'on parle toujours des filles, mais bon, c'est chouette évidemment que les filles elles voient les naissances, c'est hyper important, mais les garçons aussi, quoi. Et ça, je trouve. Peut-être juste avant de partir dans ce magnifique récit, est-ce que tu serais d'accord de partager, tu disais que ton mari s'est informé. Ouais. Euh, ouais, comment il s'est informé? C'était quoi, par exemple, les 2, 3 trucs auxquels tu penses Il m'a écouté pendant des plombes parler des trucs que je trouvais. Au bout d'un moment, il en avait marre. Il m'a dit, oh, arrête, tu m'énerves. Parce qu'il faut savoir que les hommes, ils raisonnent pas comme nous non plus. Ils n'ont pas forcément besoin de. Enfin, lui, en tout cas, il n'a pas forcément besoin de tout le background derrière. Il a besoin de quelques infos, mais voilà, bon, ça lui suffisait. Et puis, on a acheté la préparation de Quantique Mama, là, cette sage-femme du Québec, qui est vraiment, j'aime beaucoup ces vidéos. Bon, c'est un peu parfois un peu spirituel et un peu bon, mais franchement, ces vidéos de préparation à la naissance, elles sont chouettes. Et du coup, on les a regardées ensemble. Ça a aidé. Et puis, quand on faisait un rendez-vous, une séance avec ma doula, etc., il était toujours là aussi, donc c'était chouette. Et il s'est informé là-dessus. Il n'est pas très lecture, donc les vidéos, c'était pas mal. Enfin, pour les hommes, je trouve que c'est mieux. Sauf ceux qui sont addicts de la lecture, j'en ai pas beaucoup qui ont lu des livres de Michel Audin et compagnie. Hein. Voilà, mais ouais. Non, mais du coup, voilà, il s'est informé comme ça. Et puis, bah, au final, c'était un grand pas dans la confiance aussi. Il m'a fait confiance. Il m'a dit non, mais moi, je te fais confiance. Ok, pas de souci. Enfin, pas de souci. Si au début, c'était quand même dur, mais ok. Est-ce que pour toi, ça résonne comme juste de te lancer maintenant Alors, généralement, les récits de naissance, ils commencent pas forcément le jour J, mais voir où est-ce que tu aimerais le commencer. Bon, non, mais moi, ça a commencé le jour J, en fait. Je suis pas très compliquée. Hein. Je j'ai pas du tout parce que peut-être qu'il y a des mamans qui ont des embarcations un petit peu longues, etc. Mais moi, pas du tout, en fait. Même pour le premier, j'ai ni contraction ni signe de rien du tout. Je perds les os au début. Voilà. Pour les deux, ça s'est passé comme ça et je pense que ça continuera à se passer comme ça. Ça doit être juste mon corps voilà, qui est comme ça. Donc, sans crier gare, le matin, j'étais à la boucherie faire je sais pas quoi. Enfin, bon, tu vois, un truc. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était quand même la veille de l'anniversaire de mon grand. Donc, voilà. C'est pas un hasard que ce bébé, c'était pas du tout fait exprès. Et mon grand disait toujours, oui, je veux mon propre anniversaire, etc. Donc, quand j'ai perdu les os à 14h30, la veille de l'anniversaire de mon grand, je me suis dit, aïe, 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 il va falloir que ce bébé soit il soit très rapide, soit il soit très lent pour qu'il ait son propre anniversaire. Mais bon, ça aurait pas été la cata non plus. Du coup, à 14h30, je vais sur mes toilettes parce que oui, je commençais à pas mal. Ouais, bon, on va être cru. Hein, je commençais à pas mal faire caca ces jours-ci. Et puis du coup, bah, une énième fois, je me dis, oh là, j'en ai marre. Et puis là, je sens un petit pop. Bon, ça, je savais exactement ce que c'était. C'était pareil que pour le premier. Et c'était les os. Et puis bon, bah, dans les toilettes, c'est pratique parce que, plouch, j'ai l'impression que de toute façon, cet accouchement était rythmé par les toilettes. Hein. Il y a eu vraiment un truc. C'était très présent. J'étais bien à l'aise là, dans mes toilettes. Mais voilà. Donc, je sens un petit pop. Je me dis, ah, j'ai perdu les os. Je savais direct. Voilà. Du coup, mes grosses couches que j'avais achetées pour l'après ont servi avant, parce que je voulais pas non plus en mettre partout chez moi. Donc, j'ai mis ma grosse couche et puis il était 14h30, donc je vais faire une petite sieste. Je continue ma vie. En fait, ça n'a pas changé ma vie parce que pour le premier, ça avait mis un petit moment à se mettre en place. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pas de contraction, j'ai rien, tout va bien. J'étais pas du tout stressée de toute façon. Voilà, les os étaient clairs. Je m'étais dit bon, bah voilà, pas de souci.
chouette, ça se déclenchera quand ça se déclenche. Et du coup, salut Manon, je vois son petit message. Je suis contente que tu sois là. Et du coup, donc je perds les os. Enfin bon, ça coule évidemment. Voilà, j'ai ma petite couche, c'était bien. Donc je vais me détendre, je vais me faire une petite sieste. Je dors un petit peu. Je crois que j'ai dormi une demi-heure. Bon, pas des masses de temps, mais enfin bon, je dormais mal à la fin. On n'est pas très très bien pour dormir de toute façon. Donc après, je me lève de ma petite sieste, toujours rien, pas de contraction, rien. Et puis je sais pas, je vaque à mes occupations, tout ça. Après, il est l'heure du goûter. Et en fait, j'avais fait un gâteau pour l'anniversaire de mon grand. Du coup, voyant que bon ben ça se pressent quand même et que peut-être que son anniversaire le lendemain va être un petit peu compromis. Je dis à mon grand, bon bah viens, mange ton gâteau. Du coup, avec le papa donc, qui était là, on a mangé le gâteau de l'anniversaire un peu en avance. C'était rigolo. Et il faisait très chaud, hein, c'était au mois d'août, donc bon bah là, j'étais juste avec ma couche tranquille en train de manger mon gâteau. Il se passait rien, il était genre 16h30. Du coup, je me dis bon bah j'ai prévenu ma doula hein, quand même parce qu'elle avait 2 heures de route en fait. Et du coup, je lui dis juste un petit truc, bah, j'ai perdu les os, voilà. Ça s'est pas déclenché encore, mais voilà. Si tu peux te mettre en route vu que tu as 2 heures de route, why not, quoi. Du coup, après, on a mis un film. Je serais incapable de dire quel film, je sais même plus. Bon, un truc qui plaisait sûrement à mon fils. Voilà, donc on regarde un film tranquille. Là, j'étais sur mon gros ballon, en train de faire flouch, parce que quand même, il y avait les os qui coulaient à chaque mouvement. Donc, j'étais sur mon gros ballon et je faisais enfin, je sautillais dessus comme ça, tranquille. Puis bon, je sentais pas grand-chose, hein, des petites douleurs de règles, voilà. Bon, c'était vraiment pas de souci particulier. Donc ma doula est arrivée à la fin du film. Donc on a dû mettre le film vers 16h30 et du coup vers 17h30. C'était pas un très long film, 17h45, elle est arrivée. J'étais, il n'y avait pas de souci, enfin, j'avais pas de contraction, enfin un peu, voilà, des petites douleurs, mais pas, enfin très très supportables, des petites douleurs de règles, voilà, tranquille quoi. Et puis bon, après, évidemment, il a fallu que j'aille aux toilettes. C'était tout le temps. Je suis allée aux toilettes, je suis restée un peu aux toilettes. Bon, j'ai eu quelques contractions aux toilettes, voilà. Pas des trucs qui faisaient pas très. Enfin, ça faisait pas mal du tout pour l'instant. Après, ouais, je sais plus trop ce que j'ai fait en fait. C'est un peu flou, ouais, je sais pas. J'allais du salon aux toilettes parce que j'avais tout le temps envie d'y aller. Et puis voilà, à un moment donné, j'étais dans ma chambre et j'ai essayé de me mettre à quatre pattes. Alors là, c'était l'horreur. Ça ne m'a pas soulagée du tout. J'avais hyper mal, quoi. Du coup, j'ai dit à ma doula, j'ai dit non, mais là, à quatre pattes, ça va pas aller du tout. Pas du tout. D'un seul coup, c'était hyper pire, quoi. Donc, je me suis dit non, non, pas du tout. Et alors après, elle avait emmené un truc super. C'est son rebozo, là, hein, une espèce d'écharpe qui, euh, qui est super solide. Enfin, je sais pas en quoi c'est fait ce machin-là, mais c'est incroyable. Et du coup, elle a eu l'idée de faire un gros nœud et de l'accrocher au-dessus d'une porte, en fait. La porte de ma cuisine. Et puis après, et là, c'était chouette parce que du coup, j'avais besoin enfin, je sais pas, de me tirer avec ce truc-là, quoi. Donc là, les contractions étaient quand même pas mal. Enfin, je pense que c'était le bon début du travail. Ça commençait à être quand même intense. Il fallait que je me tire sur ce rebozo à chaque contraction. J'ai même engueulé mon mari parce qu'à un moment donné, il me laissait pas assez de place. Je lui ai dit, ah, mais laisse-moi de la place, t'es trop près. Du coup, voilà, le pauvre, mais oui, bon. Là, il devait être, je sais pas, 19h, un truc comme ça. J'avais plus trop de notion d'heure. Enfin, je voyais plus l'heure, je m'en fichais. Ma doula avait fait, elle avait fermé les volets et tout, parce qu'à 19h l'été, il fait pas sombre. Elle avait mis des petites lumières, tout ça, donc c'était chouette. Mon fils avait envie de regarder un dessin animé, donc il est parti dans sa chambre un peu tranquille avec son iPad. En fait, je crois que ça le gonflait. C'était pas assez. Il a 7 ans et demi, hein, donc c'était peut-être pas assez rapide pour lui. Je sais pas. Je lui dis bon, c'est un peu pénible ça. Je vais aller regarder mon dessin animé au bout d'un moment.
Et puis du coup, j'ai continué à être en train de tirer sur mon rebozo. J'avais envie de me mettre vachement en arrière, en fait. C'est très bizarre parce que c'était complètement différent de toutes les vidéos que j'avais vues d'accouchement où les nanas, elles sont à quatre pattes, elles sont accroupies et machin. Et moi, je sentais que pour faire sortir ce bébé, il fallait que je me mette en arrière de ouf. En même temps, j'étais énorme, j'avais un ventre en avant de malade, donc je pense qu'il fallait qu'il passe en dessous, quoi. Enfin, il y a eu quelque chose où il fallait qu'il passe cette espèce de barrière et en fait, mon corps me dictait totalement comment le faire naître. Donc, je suis restée pas mal à faire mon petit travail à ma, pendu à ma porte là. Au final, après, je me rappelle avoir eu plus mal aux mains à tirer sur le truc que mal pendant les contractions. C'était pas vraiment une douleur, enfin, si, c'était pas méga agréable, mais c'était plutôt comme un espèce d'effort physique, comme un truc sportif. Et ça, c'est assez impressionnant parce que on compare pas assez l'accouchement avec un espèce de marathon, en fait, et c'est vraiment ça, hein, c'est un effort sportif, etc. Donc ma doula, évidemment, pensait toujours à me donner de l'eau, elle avait ramené une paille molle, trop cool. Et puis, par contre, j'avais pas faim du tout. Hein. Mais en même temps, j'avais bouffé un gros gâteau juste avant, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, à un moment donné, à force de tirer sur ce machin à chaque contraction, j'avais les mains en feu, quoi. Et donc, je me suis arrêtée et j'ai dit, oh là, j'ai trop mal aux mains. Et ça, je m'en rappelle. Et après, j'ai dit, oh, mais je sais plus comment me mettre, du coup. Et au final, j'avais de nouveau envie d'aller aux toilettes. Donc, je me suis dit, bon, moi, je vais retourner sur les toilettes. Et puis, ils m'ont donc aidé d'aller à mon salon jusqu'aux toilettes parce que, en fait, en plein milieu du couloir, j'ai eu une contraction horrible et je me suis jetée en arrière. Donc, heureusement que mon mari m'a rattrapé. Il m'a rattrapé comme ça en mode attention. Et donc, voilà, j'ai passé cette contraction-là dans le couloir à être juste en arrière comme ça. Oh sur mon mari qui me portait. Et puis après, bah, je suis revenue sur mes toilettes sans surprise. Et là, ça a commencé à devenir quand même assez intense. Juste avant de partir aux toilettes, j'avais vu un portable sur la table du salon et il était 20h30. Et je me rappelle, j'ai juste cette vision-là, quoi. Genre, ce portable, et il était 20h30. Je sais pas quel portable, à qui il était, j'en sais rien, mais tu sais, c'est avec l'écran de veille, avec l'heure, quoi. Je me suis dit, tiens, il est 20h30. Ça n'a pas computé dans mon cerveau, mais je me suis dit, tiens, ah oui, il est cette heure-là, ok. Et du coup, j'arrive dans mes toilettes, je m'assois dessus, évidemment. Bon, là, il y a tout qui tombe dedans, hein. Je pense, liquide, tout. Et du coup, bah, je continue à passer mes contractions là sur les toilettes et je me mets vachement en arrière à chaque fois. Donc, d'être assise, en fait, ça m'a au final, je pense, aidé. Parce qu'au final, j'étais assise et je me mettais en arrière à chaque fois. Ils m'ont mis un oreiller à un moment donné parce que j'avais mal derrière. Parce que le siège des toilettes, ça fait mal. Ils m'ont mis un coussin. Et puis, et puis là, à un moment donné, c'est devenu très dur. Et c'était très rapproché et c'est devenu très dur. Et donc, ma doula qui était à côté de moi, à un moment, je l'ai regardée et je lui ai dit oh là là, j'ai mal. Et elle m'a dit je sais. Et juste ce petit je sais avec son sourire, et c'était dans le sens je sais, mais je vais pas te sauver. Bah, c'était tout ce que j'avais besoin en fait. Ouais, je sais, t'as mal, c'est dur, mais je vais pas te sauver. Et t'es en train de le faire en fait. C'était ça enfin, c'était ça ce qu'elle voulait dire et c'était ça que j'ai compris. Et du coup, en fait, j'avais loué. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'avais loué une piscine d'accouchement. Bref. Et du coup, mon mari, me voyant dire j'ai mal, comme ça, il m'a dit bon, tu veux que j'aille remplir la piscine parce que je crois qu'il savait plus trop quoi faire et trop où se mettre le pauvre. Et moi, réfléchissant pas et voyant que j'avais mal, je lui ai dit ouais, ok, vas-y. Puis je sais pas, il commence à faire du bruit derrière avec les tuyaux et tout. Et puis là, bah, c'était genre 30 secondes après qu'il soit parti, bah, ça commence à pousser. Et là, je lui dis non mais reviens en fait, ça pousse. Qu'est-ce que tu fais avec ta piscine? Là, je rentrais pas dans la piscine, en fait, je vais pas bouger de là. Ça pousse, c'est bon quoi. Et du coup, j'étais sur mes toilettes et là, je commence à sentir, enfin, la poussée réflexe, c'est incroyable quoi. J'arrive pas à le décrire mieux que
comme si tu vomis, mais du bas, quoi. Enfin, c'est horrible à décrire, mais comme ça, mais j'ai pas réussi à avoir une meilleure description, en fait. Et du coup, bah, j'étais encore assise sur mes toilettes et je me suis dit, là, j'ai eu un éclair de lucidité, je me suis dit, non, mais il va tomber dans le trou, en fait. Et là, je me suis levée. Et du coup, mon mari me dit, mais t'as agrippé l'étagère, en fait, qui est dans les toilettes et qui est pas solide et qui m'a failli tomber dessus. Du coup, je me suis levée et je me suis mise accroupie, en fait, bah, à côté. Ils avaient pensé, je sais pas qui avait pensé, sûrement ma doula, à mettre des serviettes sur terre parce qu'elle devait sentir. Voilà. Et là, une minute après, une autre poussée et enfin, mon mari me dit, oh, je vois la tête. Et flou, il était incroyable. Oh, vraiment, il m'a dit, oh, je vois la tête. Et il a même pas eu le temps de finir sa phrase que le bébé a glissé par terre comme ça, comme un espèce de boulet de canon. Un bouchon de champagne. J'ai pas d'autres. Ouais, j'ai plus d'autres termes. Il était comme ça. Et du coup, bah, évidemment, bah, là, je l'ai pris. Et là, j'y croyais pas. J'étais là, oh mon Dieu, c'est fou. Oh là là, c'était trop rapide, l'effet et tout. Et en fait, c'était vraiment hyper rapide parce que entre le moment où j'avais vu 20h30 sur le téléphone, et ben en fait, il était 21h50. Donc oui, c'était hyper rapide, quoi. Et du coup, là, bah oui, forcément, je prends mon bébé, c'est, enfin, l'ocytocine à fond, quoi. Il est contre moi, c'est génial. Oh là là, enfin, voilà, c'était incroyable, quoi. J'arrive pas à décrire ce moment tellement c'est fou. C'est trop fou. Et voilà, je regarde, c'est un garçon, mais enfin, je voulais pas savoir le sexe, mais je le savais déjà, puisque j'avais prévu qu'un prénom de garçon. Donc, je le savais. Et puis, ouais, je sais pas, je saurais pas décrire ces moments, c'est un peu hors du temps, il est contre moi, je le vois, je le regarde, je le sniffe. Bon, il est un peu plein de sang et tout cradouillou, mais c'est pas grave. Et puis, mon mari s'inquiète, il me dit, mais respire pas et tout. Je dis, mais si, il n'y a pas de problème et tout. Et après, il a fait un petit, en fait, il a mis un peu de temps et il a fait un petit ah, comme ça. Il me dit, crie pas. Je dis, mais c'est bon, il a fait un ah, c'est bon, il respire, il n'y a pas de problème. Et en fait, on s'attend pas, mais les bébés qui naissent tranquillement et à leur rythme, ils pleurent pas toujours comme des malades, quoi. Enfin, il a fait un petit comme ça. Et là, je savais qu'il n'y avait absolument pas de souci. Il reniflouillait un peu, quoi, mais voilà, il n'y avait pas de problème. Et du coup, après, bah, mon fils qui avait entendu, enfin, mon grand, du coup, qui avait entendu un peu tout le bazar, parce que je pense que du coup, j'avais crié un petit peu. Il m'a dit, j'ai eu peur, maman. Et je dis, non, mais il n'y a pas de souci, regarde, t'inquiète pas, c'est ton frère et tout. Du coup, il est venu me voir peut-être 15 minutes après. Et puis, il a découvert son petit frère. J'étais encore assise dans mes toilettes, quoi. Donc, et puis, il a découvert son petit frère, c'était magique. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah, il y a un peu de sang. J'ai dit, bah oui, mais c'est normal, tu vois, c'est comme ça quand on est, etc. Il a dit, ah bon, ok. Et après, il m'a dit, c'est une fille ou un garçon? Je dis, c'est un garçon. Il m'a dit, chouette, c'est ce que je voulais. Du coup, voilà, c'est la naissance, en fait, c'est normal pour les enfants. Faut pas s'inquiéter, les aînés, voilà, c'est juste normal, c'est la vie. Et puis après, il était super content parce qu'en fait, il était presque 22h et qu'il dormait pas encore. Du coup, voilà, c'était chouette. Il avait un petit frère et voilà. Alors après, au bout d'un moment, enfin, j'étais plus très bien assise dans mes toilettes là. Du coup, ma doula m'a aidée pour aller dans mon lit. Donc, c'était bien parce qu'on avait préparé. J'avais un lit avec. J'avais mis une alaise en dessous et tout, donc j'avais pas trop à me soucier. J'avais aussi acheté des espèces d'alaises, genre des espèces de pads. C'est des trucs pour les chiens en plus. C'est les trucs pour les petits chiens qu'on entraîne, mais c'est super. Parce qu'au final, c'est ça qu'il faut. Du coup, j'en avais mis. Mon mari en avait mis sur le lit comme ça avait absorbé. Là, à ce moment-là, le placenta n'est pas encore sorti et je suis toujours, enfin, bébé est toujours relié à son placenta et à son cordon. Son cordon était un peu court, donc c'était pas facile. Enfin, je l'avais sur mon ventre, quoi. Donc c'était pas simple de le de le porter comme ça. Du coup, on s'est allongé tranquillement. Il a essayé de tétouiller un petit peu, vite fait. Mais à un moment donné, très vite, j'ai plus pu supporter la position allongée parce que je sentais que j'avais une espèce
je sais pas, il y avait une pesanteur en bas là, et je me suis dit ah ça doit être le placenta. C'était pas du tout agréable quoi, j'étais pas bien allongée. Et donc ma doula elle m'a dit est-ce que tu veux essayer de te lever peut-être et te mettre accroupie. J'avais une bassine et puis au final je me suis mise accroupie au pied de mon lit et puis le placenta a glissé comme ça dans ce coup. Pas de problème particulier pour le placenta. Il a glissé en bas, tranquillou. Du coup, j'ai mis la bassine sur le lit parce que le bébé était toujours, le bébé était toujours relié au cordon. Mais très vite, on a vu que le cordon était quand même court et que du coup, il était tout à côté de la bassine et que c'était compliqué même pour moi de le mettre au sein, etc. Donc, on a dit avec mon mari, bon, on va quand même couper. Le cordon était blanc, mais avec des petites perles de trop beau. Et du coup, on s'est dit là, c'est pas pratique du tout. On va quand même le couper parce que bon, il est court, quoi. C'est vrai que quand on a un cordon court, on pense pas forcément, mais même si on veut faire un bébé lotus et tout, c'est pas forcément hyper pratique. Parce que du coup, on a bébé avec une bassine qui est tout à côté, donc c'est moyen. Et puis, bon, bah, du coup, ça aussi, hein, pas de problème. C'est mon mari qui l'a coupé avec des ciseaux qu'on avait fait bouillir, voilà. Et puis, il a dit, ah, c'est vachement solide et tout. Donc voilà, on avait un petit clamp aussi qu'on avait acheté. Donc, on a clampé le cordon, puis on l'a coupé. Et c'était joli. On a fait une petite photo, voilà. Et puis, bah, après, bébé a pu téter. Il était tranquillement sur moi. J'avais plus le placenta. Il était plus relié au cordon, donc c'était plus pratique. Et puis, bah voilà. Après, j'ai eu un peu peur parce que moi, j'ai eu une hémorragie pour le premier. Donc, en fait, j'étais un peu stressée par ça. Et bah, évidemment, après qu'on accouche, bah, on perd du sang, hein, forcément. Mais j'avais aucune notion, en fait, de la quantité, de si c'était normal, de si c'était pas normal, de machin. Enfin, et du coup, j'ai eu un peu paniqué, quoi. Je me suis dit, voilà, est-ce que c'est normal que je perde autant de sang, etc. Et en fait, bon, après, quand j'ai regardé la lèse, c'était pas tant que ça, mais juste, j'ai eu un petit moment de ah, mince. Mais ça, c'était lié aussi à l'hémorragie. Mais je savais aussi que bon, on peut perdre du sang et que si on se sent bien, c'est que ça va. Donc, comme j'allais bien, à aucun moment j'ai été mal et tout. Je me suis dit bon, ok, ça va le faire, ça va aller, tout va bien, tout va bien. Moi, je me suis un peu auto-rassurée, quoi. Donc, et puis après, ma doula est allée me faire à manger. Je crois que j'ai mangé. Elle m'a fait des œufs brouillés avec des lardons ou un truc comme ça. Enfin, vraiment le truc. Et du coup, mon grand est allé faire la cuisine avec elle, donc il se rappelle de ça aussi. Il est allé faire des œufs pour maman. Et puis après, il est quand même allé se coucher parce qu'il était quand même crevé. Et puis bah voilà, c'était quand même c'était en fait c'était sacrément banal mais sacrément génial quoi. Enfin c'est incroyable comme la naissance est sacrée mais à la fois totalement normale et après bah d'un seul coup j'étais dans mon lit avec mon bébé et puis voilà quoi. Et puis au final bah ma doula a fini par partir parce que bon elle allait se coucher je pense aussi parce qu'elle avait 2 heures de route pour revenir chez elle la pauvre. Et puis voilà, on était en famille tranquillement. Bébé était là, dans le lit, à côté de moi. Et puis d'un seul coup, je n'étais plus enceinte et ben d'un seul coup, j'avais mon bébé. C'était incroyable. C'était des heures hors du temps et c'était des heures en même temps tellement normales quoi, et tellement naturelles et ça devrait être comme ça pour tout le monde. Sauf pour évidemment les grossesses avec des vraies pathologies forcément, mais ça devrait être aussi simple, aussi normal. Voilà. C'était super. C'était super. Mon récit dans les grandes lignes. Et est-ce que tu te souviens à peu près combien de temps ça a duré, ce temps hors du temps, ce moment de flottement? Tu veux dire après la naissance? Je sais pas. Je saurais pas trop dire, mais à un moment donné, on s'est endormi, quoi, je pense. Bébé et moi, tu vois. Donc, bah, comme c'était le soir, comme il est né à 21h50, oui, à un moment, on a profité l'un de l'autre, le placenta est né, et puis après, on a coupé le cordon. Après, j'ai mangé, et puis après, bon, on s'est endormi, en fait. Je saurais pas te dire, j'ai pas du tout regardé ni mon heure, ni rien, mais peut-être, je sais pas, peut-être 2 heures, quoi, ou 3 heures, un truc comme ça. Mais
Et ça continue le lendemain, hein. Tu te réveilles avec bébé. Bon, bébé tête toute la nuit, évidemment, mais tu te réveilles avec bébé qui est là et ça continue. Puis tu as cette espèce d'euphorie qui continue, quoi. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que j'en veux un troisième, d'ailleurs. Non, c'est pas juste pour ça. Enfin, tu as cette espèce d'euphorie de la naissance qui est là, qui est incroyable. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais partager aux parents qui pourraient avoir la joie de regarder et d'écouter ton histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais leur partager? Hum, ouais. Alors, ce que j'aimerais partager, c'est qu'il faut se faire confiance et que on est toutes capables de le faire. Généralement, on se met des barrières dans la tête. C'est pas parce qu'on a peur qu'on peut pas le faire en fait. Et ça, c'est hyper important parce que j'avais peur avant et maintenant pendant l'accouchement, j'ai plus peur. J'ai pensé à mes peurs. Enfin, c'est complètement parti en fait. Quand on est en train d'accoucher, quand on est chez soi, enfin, ça flow quoi. Je sais pas trop comment dire, mais c'est voilà, tu penses plus à rien, t'es dans ton truc avec ton bébé et tout. Et enfin, les bébés naissent pour vivre et les bébés ne naissent pas pour mourir. Donc ça, c'est hyper important aussi, c'est que bah oui, la majorité du temps, enfin 99% du temps, avec une grossesse sans problème, ça se passe très bien. Enfin, je veux dire, les bébés naissent pour vivre et pour vivre leur vie et pour s'épanouir et voilà. Maintenant, on n'est plus dans comme à l'époque où voilà, les femmes étaient peut-être dénutries, avaient des malformations, il y avait des problèmes d'hygiène, etc. Maintenant, on est dans la meilleure époque pour accoucher chez soi, en fait. Vraiment. Parce qu'on a ce suivi de grossesse qui nous permet de voir s'il n'y a pas une pathologie sévère, ce qui est normal que dans ces cas-là, on va vers la médicalisation, c'est totalement normal. Mais on est dans une époque où on a une hygiène de vie qui est saine, où on a une alimentation qui est saine, si on le souhaite, que voilà, on n'est pas mal formé à cause de maladies X ou Y. Et du coup, mais faites-vous confiance. Et je n'ai qu'un seul conseil pour les mamans dont la grossesse se passe bien, c'est à la fin de la grossesse, arrêtez d'engager avec ce système médical terrible. Parce qu'en fait, on va vous dire qu'il y a trop de liquide, qu'il n'y a pas assez de liquide, que bébé est comme si, que bébé est positionné comme ça, que bébé est trop gros, que bébé est trop petit, que bébé est trop machin. Mais non, en fait, enfin, la plupart du temps, il n'y a aucun souci, quoi. Enfin, pourquoi, à partir du moment où votre terme est là, on va vous dire ah bah faut venir tous les jours à l'hôpital vérifier. Bah oui, si on vient tous les jours à l'hôpital vérifier, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont dire bon, on vous garde, on vous déclenche, c'est trop tard. Enfin voilà, vraiment, c'est hyper important de se dire qu'on est libre. On peut aussi arrêter d'engager avec eux si on le souhaite pas, quoi. Et ça, c'est important. Et c'est aussi important de se dire que bah voilà, quand on choisit un accouchement libre et autonome, on assume aussi tout ce qui peut se passer et on prend la responsabilité de soi-même, de son bébé et de bah oui, des fois, c'est vrai que parfois il y a des choses qui se passent mal, mais on peut prendre la responsabilité aussi de transférer. En fait, c'est vraiment sa propre responsabilité en conscience et on ne la délègue pas à d'autres personnes. C'est hyper important de s'en rendre compte. Et c'est dur hein, parfois. C'est une sacrée responsabilité. Et, et c'est voilà, c'est un choix. C'est tout. C'est ce que je veux dire. Moi, j'aime beaucoup partager forcément sur les enfantements. Mon dada, effectivement, c'est l'enfantement libre. Et aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est communication non violente et accueil des émotions. Et les émotions, vraiment, c'est notre boussole intérieure. Je me souviens de témoignages de femmes enceintes qui me disaient j'en peux plus, dès que je sors de chez la sage-femme, je suis en pleurs, j'ai peur. Mhm. Et oui, mais va rencontrer ça, va rencontrer ta tristesse, ta peur, parce que tu as le droit aussi de vivre de la joie, donc qu'est-ce qui te met Mais oui, en joie en fait? Qu'est-ce qui te nourrit ton besoin d'être apaisée et sereine?
Non, ça, parce que moi, voilà, je suis sortie de ma deuxième écho où on m'a dit bébé macrosome, bébé avec trop d'eau, bébé jumeau avec un jumeau décédé, donc très grave, machin, gna, gna, bref, voilà. Euh, et je suis sortie de cette deuxième écho hyper mal, quoi. Mal, enfin, physiquement mal, en fait. Et je me suis dit non, mais ça suffit, quoi. Stop, 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 stop. Je vais pas me mettre mal, en fait, comme ça, pour faire plaisir à qui? À quoi? Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, du coup, j'ai pas été faire la troisième écho. Je ne l'ai pas faite. Donc, parce que je savais que c'était l'écho où, à mon premier, il m'avait dit, ah, il est gros, ah, gna, 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 gna. Donc, ah, il est gros, il m'a dit, il est comme ci ou comme ça, il y a trop de liquide. Alors là, je savais que j'allais en prendre plein la figure si j'y allais. En plus, vu qu'il a fait siège et transverse tout le neuvième mois, alors là, ça aurait été trop violent, quoi, pour les échos. Parce que je le sentais, hein, je sentais sa tête vraiment là, quoi. Et puis après, je le sentais en transverse, comme ça. Plouch. Du coup, c'est marrant parce qu'en plus, avec ma douleur, on a essayé de palper mon ventre. Et elle m'a dit, oh là là, mais il se retourne tout le temps. On ne sait pas où est-ce qu'il est. C'est vrai, c'était hyper incroyable. Il se retournait encore tout le temps. Donc au final, si j'avais fait une écho et qu'il avait été en siège ce jour-là, ça aurait été la catastrophe. Hein, je le sais. Donc voilà. Et je trouve ça aussi fou parce que voilà, il y a ce bébé qui bouge dans tous les sens, qui a les fesses en avant, puis ensuite en transverse. Et au final, au moment de l'enfantement, où tu as cet élan de te mettre en arrière, enfin, j'ai déjà entendu des témoignages où des personnes qui voient les femmes qui accouchent se mettre dans des positions mais tellement cheloues. Comment tu peux en planter? Il y en avait une qui avait croisé les jambes. En fait, techniquement, tu sors quelqu'un, donc t'as pas les jambes croisées. Et elle me disait, mais en fait, c'est ce qui leur était juste. Et le corps, il est juste exceptionnel. Il nous dit exactement comment il faut se mettre pour que notre petit chou descende, quoi. J'ai eu hyper mal au dos après. Hein. Je me suis tellement limite, je faisais un pont, tu vois. Ah non, mais ouais, c'était incroyable. Alors, je sais pas du tout quand est-ce qu'il s'est tourné la tête en bas, peut-être même pendant, c'est possible. Mais j'en sais rien en fait. Je sais pas, mais en tout cas, c'était pas du tout une position comme j'avais vu dans plein de vidéos, parce que j'en ai regardé plein, des vidéos d'accouchement où les nanas elles sont toutes à quatre pattes ou tu sais un peu accroupies et tout. Mais moi, pas du tout. Et au final, bah, je pense que c'était ça qu'il fallait. Hein. Pour le sortir, il fallait ça. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir que oui, il y a des positions totalement improbables et des positions auxquelles tu t'attends pas du tout, quoi. Moi, je m'attendais pas du tout à devoir me mettre super en arrière comme ça. C'était très bizarre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais aborder? Une idée qui vient là maintenant? Un mantra, une chanson, une recommandation, je sais pas. Moi, je suis pas très chanson. Non, bah, une recommandation, c'est vraiment de s'informer bien sur ce que sur ce qu'on dit, enfin, sur ce que les soignants disent. Mais surtout aussi, il n'y a pas que ça, parce que c'est une combinaison, je trouve, entre l'info et l'instinct, ce que tu sens toi. Parce que c'est bien d'être informé, mais au final, ton instinct, c'est le petit truc qui te dit quoi faire. Et je vois parfois des femmes qui postent dans les groupes Facebook et qui disent non, mais je veux pas faire cet examen, mais bon, on m'a dit de faire ça, je veux pas faire cette écho, mais bon, on m'a dit de venir, ou je veux pas aller à ce rendez-vous, mais on m'a donné le rendez-vous. Et en fait, ben, faut s'écouter si on veut quelque chose, généralement, c'est quand même un bon indicateur si on le sent pas, quoi. Et aussi, bah, les pensées positives, quoi. Ça fait beaucoup. Si on est persuadé que c'est hyper dangereux, que machin, bon, bah, c'était pas forcément idéal, mais voilà, moi j'ai eu peur, mais je m'auto-persuadais aussi que non, non, mais c'est la bonne solution, c'est le bon truc, c'est le machin. À un moment donné, c'est un espèce de, voilà. Et aussi, dernière petite chose, vous n'êtes pas obligé d'écouter les récits catastrophiques. Compte, ça, c'est l'horreur. Moi, à un moment donné, je finissais par dire non, mais merci, j'ai pas envie d'écouter ça. Pas maintenant.
Et ça, c'est important. On a le droit aussi de dire ça, quoi. C'est important de se nourrir de positif, quoi. Ça, c'était tous les récits hyper positifs, ça m'aidait. Mais dès qu'il y avait un récit horrible, ben, ça peut te plonger quand même. Voilà. Mais voilà, c'est tout. C'est à peu près tout. Hmm. Bah là, au final, j'avais envie de résumer avec il y a que vous qui sachiez ce qui est juste pour vous. Voilà. Donc, vraiment, merci du fond du cœur, Eugénie. De rien, c'était super du coup. Ouais. Comment J'étais tu te contente sens? de toi. C'était chouette. Merci aussi à ton petit chou là qui a fait un gros dodo. Bah, oui, là, du coup, 11h30, ouais. Bon, il va bientôt se réveiller, je pense. Mais oui, Moi, il a fini par s'endormir là et Ah, un gros dodo. bon, bah voilà, j'espère que ça va inspirer d'autres moments. Et puis, et d'autres pas, parce que c'est important aussi qu'ils entendent. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures impuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit aussi toxique.